Donc, commençons maintenant le chapitre X, c'est-à-dire le chapitre 10. Je sais pas trop ce que je vais faire pour les prochains. J'ai pas plus que ça, de droit. Donc on verra ce qu'on va faire pour 11, 12, 13, 14. Bref. Le soleil se lève, dit Délira. Il est sur le monde, répondit Bien-Aimé. Les poules caquetaient, inquiètes. Elles attendaient qu'on leur lançât du maïs, mais les habitants n'avaient plus rien à manger, ou c'était presque tout comme. En même temps, quand t'es dans une famine, désolé, mais le fait que toi manges, c'est plus important que tes animaux, quand même. Ils gardaient les derniers grains, ils écrasaient sous le pilon et en faisaient une bouillie épaisse et lourde. Mais c'était remplissant, ça donnait de la consistance à l'estomac. Les coqs s'affrontaient, une fraise de plumes hérissée autour de leur cou. Ils échangeaient quelques becquetés, quelques coups d'éperon. Wow, attends, on va peut-être voir le combat de coq qui nous a été teasé un peu plus tôt. Chut! Et Bien-Aimé frappait dans ses mains. Ils se séparaient pour se dresser plus loin et claironner à plein gosier leur défi. Oh non, on va pas l'avoir finalement, dommage. C'est un détail, mais bon, ça m'avait frustré un peu. Et dans chaque course, c'était pareil. Le jour commence ainsi avec une lumière qui ne se décide pas. Des arbres engourdis et la fumée qui monte derrière les cases. Car c'est le moment du café, et ce n'est pas mauvais d'y tremper un morceau de biscuit si le café est bien adouci. Ou sirop de canne, bien entendu, parce que pour le sucre, même le rouge, le bon marché, on n'a plus de quoi par les temps présents. Manuel a dit qu'il allait chercher l'Aurélien. C'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qui se passe donc, bien-aimé? Demande-moi, je ne te répondrai pas. Il y a longtemps, je n'ai pas entendu une parole aimable de ta bouche. Bien-aimé avala une gorgée de café. Il se sentit honteux. C'est que mes rhumatismes recommencent, fit-il en manière d'excuse. Si tu me frottais avec un peu d'huile, c'est dans les jointures que ça me tient. Je ferais chauffer l'huile avec du sel, ça entra mieux dans le mal. Le vieux alluma sa pipe, il caressa sa barbe blanche. Chanceux. Moi aussi, j'aurai une barbe blanche plus tard. Délira en haut. Oui, bien-aimé? Je vais te dire quelque chose. Je t'écoute, oui, bien-aimé? Tu es une bonne femme, Délira. Il détourna le regard et s'éclaircit la voix. Je vais te dire encore quelque chose. Oui, cher? Je suis un nègre désagréable. Non, bien-aimé. Oh non, mon homme. Tu as seulement tes jours difficiles. C'est la faute de toute cette misère. Mais depuis que le temps que nous marchons ensemble dans la vie, et ça fait une longue route avec, ah Dieu, pas mal de mauvais passages et des tribulations en quantité, tu m'as toujours protégé, tu m'as soutenu, tu m'as secouru, je me suis appuyé sur toi et j'ai été à l'abri. Mais le vieux insistait. Je t'ai dit que je suis un nègre désagréable. Je connais le fond de ton cœur, il n'y a pas meilleur que toi. Tu es contrariante, oui, délira ma parole. Je n'ai vu femme plus têtue que toi. Bien aimé, c'est bien. C'est bien quoi? Tu es un nègre désagréable. Moi? Fit bien-aimé, interloqué et furieux. Délira eut son petit rire clair. C'est toi qui le prétends. Mais tu n'as pas besoin de le répéter. Tout le voisinage va l'entendre. Bien-aimé est un nègre désagréable. Bien-aimé est un... Eh bien oui, et après? La colère, c'était la seule sève qui lui restait dans les veines. Il en faisait grand usage. Manuel et l'Aurélien arrivaient à grands pas. Ils y sortaient du bois. Ils riaient, et l'Aurélien, si calme à l'ordinaire, assénait sur l'épaule de Manuel des coups à estropier un bœuf. Ok, pourquoi tu fais ça, l'Aurélien? C'est pas très gentil. Faut pas frapper les gens. Ouais. Vous avez remarqué, le mot haine, je le dis un peu plus longtemps. Hein, je dis, admettons, je te dis, je suis un nègre désagréable. J'essaie de le dire plus vite pour que ça paraisse moins vulgaire. On verra si ça fonctionne. Asséné sur l'épaule de Manuel des coups à estropier un bœuf. Il l'a trouvé, cria-t-il de loin. Il l'a trouvé! Qu'est-ce qu'il raconte, ce l'Aurélien? Il est fou, non? Grommela bien-aimé. Et le voilà qui piaffe, comme s'il marchait sur des piquants. Il n'y a pas déjà bu ce grand matin? Délira alla chercher des chaises. Serviteur, dit l'Aurélien, portant la main à son front. Adieu, mon fils, répondit le vieux. Il le regarde avec méfiance. L'absinthe, dit-il. Il ne faut pas en abuser. Un verre pour se réveiller l'estomac, je ne dis pas non, mais pas plus. Je suis saoul, c'est la vérité, dit l'Aurélien. Il tordait ses grandes mains et riait. Pourtant, je n'ai pas bu une goutte, pas ça. Délirant, comment va la vie? Ah, ma commère, elle va changer la vie depuis le jour d'aujourd'hui. Elle va changer. Il se tourna vers Manuel, son visage redevient sérieux.
Parle, chef, explique-leur l'affaire. C'est par rapport à l'eau, fit Manuel. Il respira profondément. Chaque mot avait son poids d'émotion. Depuis mon retour à Font-Rouge, je la cherche. Il ouvrit les bras. Sa face était pleine de soleil. Il cria presque. « Je l'ai trouvé! Une grande source, un bassin rempli à ras-bord capable d'arroser la plaine. Chacun en aura pour ses besoins et sa suffisance. » Bien-Aimé sauta sur ses pieds. Sa main tremblante s'accrocha sur la chemise de Manuel. « Tu as fait ça? Tu as trouvé l'eau, pas vrai? C'est vrai? » Il riait avec une étrange grimace, une voix qui se brisait, et les larmes coulaient sur sa barbe blanche. « Respect, mon fils, ton papa te dit. Respect, parce que tu es un grand nègre. Oui, chapeau bas devant toi, Manuel Jean-Joseph. Délira, tu s'entends, mon garçon a trouvé l'eau, lui tout seul, avec ses propres mains. Je reconnais mon sang, je reconnais ma race. Nous sommes comme ça dans la famille, des nègres entreprenants, et ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. » Il ne lâchait pas Manuel, il bégayait le regard noyé. « Ah, garçon, garçon. » Délira passait ses mains contre son cœur et regardait Manuel. Elle ne disait rien. Elle se sentait aussi faible que ce jour où il était venu au monde. Elle s'arclait dans un jardin et les douleurs l'avaient surprise. Elle s'était traînée jusqu'à la case. Elle avait mordu ses cris dans la chair de son bras et il était né dans un immense déchirement de son être. Elle avait elle-même coupé le cordon, lavé et couché l'enfant dans du linge propre avant de se laisser couler au fond de ce puits noir, d'où était venue la tirer plus tard la voix de bien-aimé et le bavardage des commères. Aujourd'hui, il était devant elle, cet homme si grand, si fort, avec cette lumière sur son front, et qui connaissait le mystère du sommeil de l'eau dans les veines des mornes. Il était près d'elle, son bras embrassait ses épaules. Il lui demandait « Tu es contente, maman ?» On entendit une voix qui répondait lointaine, et c'était pourtant la sienne. « Je suis contente pour nous, je suis contente pour la terre, je suis contente pour les plantes. » Le monde chavirait autour d'elle, la case, les arbres, le ciel. Elle dut s'asseoir. Bien-aimé pressait Manuel de questions. « Raconte, mon fils. Où est-elle, cette eau? Comment est-elle? » Avec une brusque inquiétude. « C'est pas une petite eau, au moins. Un courant de rien du tout, juste bonne pour le boire. »« Non, dit Manuel. C'est une eau conséquente. Faut voir l'endroit. C'est une grande terrasse de terre blanche comme la craie. Ça boit l'eau facilement, cette qualité de terre. Mais l'eau a dû trouver plus loin du dur, du résistant, alors elle a gonflé. Sûr que dans quelques années, elle aura crevé toute seule. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord planter une rangée de poteaux, mais serrés, pour que ça tienne la terre. Parce que si on commence à fouiller dans le plein du bassin, ce sera comme si on fêlait une jarre et l'eau ira se perdre sans direction. Après, on tracera un canal principal dans la traverse de la plaine et par les bailles à ondes. Et dans chaque jardin, chacun tirera son canal à lui pour son arrosage. Quand le grand canal et les autres seront prêts, on ouvrira le bassin. Il sera bon aussi de nommer un syndic avec la confiance de tous les habitants pour la distribution de l'eau d'après le besoin de chaque nègre. Enfin, vous voyez, c'est un gros travail. Le syndic, ce sera toi, chef, dit le régnier. C'est tout voté. Tu l'entends, Délira? S'écria bien-aimé avec un immense orgueil. Il a déjà tout calculé dans sa tête. Et ce qu'il dit, c'est la raison même. Mais une pensée semblait aussitôt l'assombrir. Tu as dit, tous les habitants, tu ne comptes pas les autres. Mais elle s'entendait à cette question. Je peux parler clair et selon la vérité, dit-il. Et vous-même, vous m'écoutez, maman, compère Laurélien? Nous écoutons, dit Manuel. Oui, Manuel. Bon, combien de notre côté sommes-nous de nègres valides? Attends, il compta sur ses doigts. 14. Et les autres, les héritiers et partisans du défunt d'Orsica, ça doit faire à peu près autant. Papa, maman, considérez bien, compère Laurélien. Réfléchis. Seuls nous n'arriverons jamais à bout de ce travail. Les poteaux à couper, à transporter, à planter, un canal de bonne longueur par la plaine et le bois à éclaircir pour le faire passer. Et puis l'eau, c'est pas une propriété, ça ne s'arpente pas, ça ne marque pas sur le papier du notaire. C'est le bien commun, la bénédiction de la terre. Quel droit aurions-nous? Bien-aimé ne laissa pas s'achever. Le droit que tu l'as trouvé, cria-t-il. Le droit que les ennemis n'ont pas de droit. Il fit un effort pour se maîtriser. Mais dis-moi franc ce que tu veux faire. Allez trouver les autres. Compère, je dirais. C'est vrai ce qu'on répète. Oui, compère. J'ai trouvé une source qui peut arroser tous les jardins de la plaine, mais pour l'emmener jusqu'ici, il faut le concours de tout le monde. Un kumbit général. Voilà ce qu'il faut. Ce qu'une main n'est pas capable, deux peuvent le faire. Baillons-nous la main. Je viens vous proposer la paix et la réconciliation. Quel avantage avons-nous d'être ennemis?
Si vous avez besoin d'une réponse, gardez vos enfants. Regardez vos plantes. La mort est sur eux. La misère et la désolation saccagent fond rouge. Alors laissez la raison parler. Le sang a coulé entre nous. Je sais. Mais l'eau lavera le sang et la récolte nouvelle poussera sur le passé et nuira sur l'oubli. Il n'y a qu'un moyen de nous sauver, un seul, pas deux. C'est pour nous de reformer la bonne famille des habitants, de refaire l'assemblée des travailleurs de la terre entre frères et frères, de partager notre peine et notre travail entre camarades et camarades. Ferme ta grande gueule, palabreur, rugit bien-aimé. Je ne veux plus t'entendre. Si tu continues, je te tannerai la peau, dans la mesure de ton dos, à coups de bâton. Là, c'est violent. Ferme ta grande gueule, quoi. C'est pas genre que ta bouche soit en paix. Non, c'est ferme ta grosse gueule. Ça y va par là. Il aime vraiment pas les autres. C'est xénophobe. Il brisa sa pipe. En la lançant violemment sur le sol et partit à travers champs pour donner de l'air et de l'espace à sa rage. La fureur de bien-aimé surprit les autres comme une averse. Ils gardèrent le silence, Délira soupirait. L'oreiller soulevait ses lourdes mains et les regardait comme des outils étrangers. Manuel avait ce pli obstiné au coin de la bouche. « Maman, dit-il à la fin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? »« Ah, mon fils, c'est ce que tu me demandes de choisir entre toi et bien-aimé. Non, entre la raison et la déraison. C'est une question de vie ou de mort. » Délira luttait avec elle-même. Ça se voyait à son visage résolu. Les mots s'arrêtaient à ses lèvres. Ses doigts tourmentaient la cordelette de son scapulaire. Mais il lui fallait bien répondre. Dorsica et Sauveur sont déjà cendres et poussière. Ça fait des années qu'ils reposent en paix. Le temps passe, la vie continue. J'ai pris grand deuil pour Sauveur. C'était mon beau-frère et un homme de bien. Mais il n'a jamais eu de place pour la haine dans le cœur de Délira Délivrance. Le bon Dieu m'entend. Et toi, l'Aurélien? Je suis avec toi, chef. La réconciliation, c'est la seule manière de sortir de cette situation. Et les autres accepteront aussi si tu leur parles comme il le faut. Et je n'ai jamais vu un nègre avoir la langue plus habile que toi. Quant à ça, oui. Bien-aimé était appuyé contre la barrière. Il leur tournait le dos. Il leur signifiait son refus. Manuel dit. Ça sentait-elle pourri depuis quelque temps à Fond-Rouge. La haine, ça donne à l'âme une haleine empoisonnée. C'est comme un marigot de boue verte, de billes cuites, d'humeur rance et macérée. Maintenant que l'eau va arroser la plaine, qu'elle va couler dans les jardins, ce qui était ennemi redeviendra ami, ce qui était séparé va se rejoindre, et l'habitant ne sera plus qu'un chien enragé pour l'habitant. Chaque nègre va reconnaître son pareil, son semblable et son prochain, et voici le courage de mon bras, s'il te fait besoin pour travailler ton jardin, et tu frappes à ma porte. Oh, honneur? Et je réponds, respect, frère. Entre et assis-toi. Mon manger est prêt. Mange, c'est de bon cœur. Sans la rancorde, la vie n'a pas de goût. La vie n'a pas de sens. C'est une parole de vérité, approuva l'Aurélien. Je connais mes nègres, continua Manuel. Ils ont l'entendement plus dur et récalcitrant que le petit mille sur le pilon. Mais lorsqu'un homme ne raisonne pas avec sa tête, il réfléchit avec son estomac, surtout s'il la vide. C'est là que je les toucherai, dans le sensible de leur intérêt. Je vais aller les voir et leur parler l'un après l'autre. On ne peut pas avaler une grappe de raisin d'un seul coup, mais grain par grain, c'est facile. Mais restent les autres, fit Délira avec inquiétude. Les gens de défunt Dorsica? Oui, mon fils. Manuel sourit. Tu dis les autres comme s'ils étaient une escorte de démons. Eh bien, maman, je te dis en toute confiance, le jour n'est pas loin où il n'y aura plus ni les autres ni nous-mêmes, mais seulement de bons habitants rassemblés pour le grand Kumbit de l'eau. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais prends tes précautions, oui. Avant-hier, dans la nuit, j'ai entendu un bruit dans la cour. Je me suis levé et j'ai entrouvert la porte. Il faisait plein lune. L'homme a dû entendre la clé mordre dans la serrure parce qu'il s'en allait déjà. Je n'ai vu que son dos, mais c'était bien Gervilain, sa taille, sa démarche. Je pourrais sermenter si ce n'était pas un péché. Manuel haussa les épaules avec insouciance. Probable qu'il était saoul. Il avait perdu son chemin, c'est tout. Il n'avait parlé à Gervilain qu'une fois et le bois de Bayaonde le lendemain de son retour à Fond-Rouge. Depuis, Manuel n'avait rien eu à démêler avec lui. Sauf que dernièrement, à la guerre, l'autre l'avait étrangement fixé avec des yeux de braise rouge. Mais c'était visible qu'il était plein de clairin comme une dame Jeanne, le pauvre couillon. Pauvre couillon. Manuel a raison, dit l'Aurélien. Chez Gervilain est un nègre boissonnier. Le tafia a dû lui égarer l'esprit et il s'est perdu dans votre cour comme un voleur de poules. Mais Délira ne semblait pas trop convaincu. L'homme qu'elle avait aperçu ne chancelait pas. Il marchait droit et vite vers la barrière. L'Aurélien serra la main de Manuel. Je vais annoncer la nouvelle.
Mais pour cette question de réconciliation, ce sera à toi de leur parler. Bueno, dit Manuel, je le verrai plus tard. Serviteur, Délira, salua l'Aurélien. Adieu, ô l'Aurélien, répondit la vieille. Elle fit avec effort un mouvement pour se lever. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si on m'avait passé au moulin. Je n'ai plus de force. Manuel la retient. Attends un peu, dis-moi, mon fils. L'autre jour, tu voulais savoir le nom de cette fille, pas vrai? Eh bien, je vais te dire. C'est Anaïs. La négresse de Rosanna? S'écria Délira. Elle-même. Mais tu l'as toute bouleversée. C'est que c'est pas possible, Manuel. Songe donc. Nous sommes ennemis. Dans quelques jours, il n'y aura plus d'ennemis à Font-Rouge. Bien-aimé, tu crois qu'il sera d'accord? Sûr, naturellement, il va se mettre d'abord en colère, puis c'est lui qui rapportera la lettre de demande à Rosanna. Rosanna ressemble un peu à Rosalina. Demain, je vais l'acheter au bourg, et aussi le foulard de soie verte pour l'envelopper en obéissance de la coutume des honnêtes. Jean. Reste à chercher la personne qui l'écrira. Moi, je ne suis pas trop fort de ce côté-là. Tu n'as pas une idée? À gauche de l'église du bourg, sur la place du marché, il y a une maison à chambre haute couverte de tôle. Tu demanderas pour M. Paulma, de la part de sa commère Délira. C'est un gros mulâtre qui a une boutique de quincaillerie. Tu le trouveras derrière son comptoir. Il connaît les Écritures. Elle sourit presque rêveusement. Ah, Manuel, tu as ce une belle fille sérieuse et travailleuse, d'après ce que j'ai entendu. Je l'ai vu grandir, et avant cette histoire de Dorsica et de Sauveur, elle m'aidait à porter mes calebasses de retour de la source. Tantine, qu'elle m'appelait, voilà comment elle m'appelait. C'était une petite négresse bien respectueuse, cette Anaïs. Je me mettrai à genoux s'il le faut devant mon vieux bien-aimé pour le supplier de ne pas être contrariant. Et je prierai la Vierge des miracles. Vierge des miracles, je dirais, prête ton secours à mes enfants. Mets la main sur leur tête pour les protéger contre le malheur et guide leurs pas dans la vie, parce que la vie est difficile et la misère est grande pour nous autres pauvres habitants. Merci, maman, chère maman, dit Manuel. Il baissa la tête pour cacher son émotion. Lorsque tu auras fini de comploter avec lui, Délira, tu iras m'acheter une autre pipe chez Florentine. C'était bien-aimé qui revenait. Il n'avait pas l'air commode, bien-aimé. Ça s'entendait à sa manière de mâcher ses mots. Oui, bien-aimé, s'empêcha Délira. Oui, papa, je vais y aller tout de suite. Avant midi, le bruit que Manuel avait découvert une source s'était répandu à travers le village. Nous avons un mot pour ça, nous autres nègres d'Haïti, le télégueule que nous disons. Il ne faut pas plus qu'une nouvelle, bonne ou mauvaise, vérité ou fausse, agréable ou malveillante, circule de bouche en bouche, de porte en porte, et bientôt elle en fait le tour du pays. On est tout étonné, tellement c'est rapide. Et comme Font-Rouge n'est pas bien grand, ça avait couru aussi vite qu'un feu de boucan dans l'herbe sèche, et à l'où le soleil donnait en plein sur la plaine, les habitants ne parlaient que de l'événement, les uns assurant que c'était vrai, d'autres que non, certains allant jusqu'à affirmer que ce Manuel avait apporté de Cuba un bâton magique, qui découvrait les sources et même les trésors. Enfin, chacun ajoutait un peu de son sel et assaisonnait la nouvelle à son gré. Anaïs avait bien rempli sa mission que Manuel lui avait confiée. Elle avait été de case en case causée aux commères. Quelques-unes s'étaient montrées rétives, mais le plus grand nombre, avec des soupirs et des « Ah, Dieu, bon Dieu !» s'était mis à supporter le changement et le bénéfice que l'arrosage apporterait, et combien de maïs pourrait donner le jardin, combien de petits mils et de vivres, et quel prix ça ferait au marché. Et j'ai bien besoin de quelques zones de toile pour une robe, et mon homme d'un pantalon et d'une vareuse. Quant aux enfants, pas la peine d'en parler. Ils vivaient quasiment tout nus, que c'était une honte et un péché, d'autant plus que malgré la misère et la maladie, ils poussaient drus comme la mauvaise herbe. C'est rebelle à périr, le nègre. C'est dur, comme pas un. Pour les hommes, on ne savait pas. Il y en avait qui s'étaient réunis chez Larivoire, un homme d'âge, un notable réputé par son bon conseil. Même qu'on avait vu Similien, son garçon, sortir de chez Florentine avec une bouteille de clairin. Parce que c'est connu, le clairin, ça rend la langue légère et les idées plus liantes. Antoine s'était emmené, clopinant aussi vite qu'il le pouvait chez Bien-Aimé. Il rayonnait, il n'avait que le mot « kumbit » à la bouche. Il prétendait qu'il composerait une chanson sur Manuel, que de mémoire d'homme, on n'avait jamais entendu de plus belle, ni de plus échauffante pour le travail. Mais Bien-Aimé l'avait envoyé à tous les diables. Ça n'avait pas gâté l'humeur d'Antoine. En ce moment, assis devant la porte, il resserrait les cordes de son tambour pour lui donner une bonne tension, pour que les sons puissent porter au loin et bourdonner sur toute la plaine le message que la bonne vie recommencerait.
« Ace Midor, se parlait-il à lui-même, à voir si tu n'es pas rouillé, à voir si tes doigts ne sont pas engourdis, à voir si ta tête a encore autant de chansons qu'un rucher de miel. » Il essayait le tambour, prêtait l'oreille, sa bouche édentée riait largement. Bientôt, il conduirait l'escouade des habitants, tambour en bandoulière, et le matin levant. Déjà, les mots se mettaient à se greffer sur la cadence d'un air naissant. « Général Manuel, salut, oh, salut, oh. » Sa voix dirigeait la retombée des roues. « Salut, oh, salut, oh. » Des enfants accoururent pour l'entendre, et ils l'entourèrent, mais il chassa ses petits nègres. Il voulait être seul, et que rien ne le dérangeât, tandis que le chant mûrissait dans le battement du tambour.